On va commencer par parler de ces fameux millionnaires. On a entendu la petite musique du générique de l'émission culte, évidemment, qui veut gagner des millions. Haro sur les riches, c'est en tout cas ce qu'a décrété un certain nombre de partis politiques, notamment la France Insoumise. On fait le point avec Adrien Spiteri, puis on va voir ce que vous en pensez. Jamais un gouvernement n'aurait compté autant de millionnaires. 17 sur 34 selon les calculs du journal L'Humanité, soit près d'un ministre sur deux. Dans le détail, 9 se trouveraient même dans la tranche des 1% les plus riches, avec un patrimoine supérieur à 2,2 millions d'euros. En haut de la liste, Franck Riester, ministre au commerce extérieur, fortune estimée 10 millions d'euros, bâtie en partie grâce à l'héritage de plusieurs garages et concessions automobiles. En seconde position, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, 7 millions d'euros acquis notamment grâce à des actions chez AXA ou Carrefour. Ces révélations ont fait réagir Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Ça vous donne une bonne idée d'à quel point ceux qui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on dit régulièrement ça, ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement continuent de vouloir faire une politique de guerre contre le peuple qui leur sert à eux-mêmes. Le Premier ministre disposerait quant à lui d'une assurance vie d'1,5 million d'euros. La publication officielle de ces déclarations de patrimoine aura lieu dans 2 mois. C'est pas bien. Alors c'est marrant comme le sujet de l'argent, qui est un sujet assez tabou, fait bondir tous ceux qui en parlent. Yohann Usaï, vous disiez, Mathilde Panot, qui a oublié que Jean-Luc Mélenchon avait donc 1 465 000 euros de patrimoine, se situait peut-être au-dessus même de la fourchette de ses ministres. Hein. Non mais le problème, c'est que les responsables politiques ne font plus de politique en fait. Là, Mathilde Panot, pardon, je le dis de cette manière-là, mais c'est le degré zéro de la pensée politique, quoi. Il y a rien, mais c'est d'une vacuité totale, quoi. Enfin, non, en tout cas, sur ce débat-là des millionnaires. Sur ce débat-là, sa prise de position, là, il n'y a aucun argument, si ce n'est il faut une politique. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous voulez, encore une fois, la France insoumise est toujours dans cette volonté d'opposer les uns aux autres. Alors là, ils opposent les plus riches aux plus pauvres. Ils vont opposer les partisans d'Israël à ceux qui soutiennent les Palestiniens. Ils vont opposer les forces de l'ordre aux délinquants et au reste de la population, en disant que la police tue, que la police, il y a un racisme systémique. En fait, ils sont toujours dans cette volonté de diviser. On en a là une nouvelle illustration. Et après, ils vont se faire les chantres de la réconciliation républicaine, de l'unité républicaine. Donc, c'est quand même aberrant de tenir ce discours-là, alors qu'on sait qu'eux-mêmes sont des vecteurs de division extrêmement profonds pour le pays. Angèle Kahn. Oui, de toute façon, ils sont dans une dynamique de semer le chaos. Donc tout est bon pour diviser, fracturer. Après, ils ont des leviers. Alors d'un côté, il y a ce droit à la paresse, ne surtout plus du tout valoriser l'effort. Ils crachent sur ce qui est de l'ordre de la méritocratie. Et surtout, on a vu cette nouvelle affiche pour les européennes où ils pointent du doigt maintenant les golfeurs. Alors, les gens qui jouent au golf, qui sont des riches et donc des racistes. Hein, c'est ce qu'ils sont entendus. Et des racistes. Puis d'ailleurs, dans la logique antisémite, les juifs, le riche, etc. Après, alors franchement, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais après on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il faut être riche pour rentrer en politique ou pour rentrer dans ce gouvernement? C'est-à-dire que moi je suis absolument une férue de la méritocratie et surtout les personnes qui se sont donné les moyens, tant mieux s'ils sont riches. Enfin moi c'est pas un sujet qui m'intéresse vraiment, mais bon c'est pas... Voilà. Mais après, ça interroge sur est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre du mépris de classe, finalement? Inversé. Louis Dragnel, un petit mot sur cette polémique sur les millionnaires au gouvernement. Premièrement, quel scoop! Les déclarations sont en ligne depuis 4 ans sur le site de la Haute Autorité. Alors, wow, il y en a qui sont longs à la détente. Non mais attention, tous les Français peuvent aller regarder. Le site est en train d'être actualisé parce que figurez-vous que la Haute Autorité est en train de vérifier la conformité des déclarations des nouveaux ministres. Donc surtout, en fait, il vaut mieux faire le coup après pour voir si éventuellement combien les ministres ont gagné depuis ce nouveau gouvernement. La deuxième chose, je rejoins tout à fait ce que dit Yohann Usaï, et en plus ça sous-entend que s'il y avait que des riches au gouvernement, eh bien, ils seraient forcément contre les pauvres. Et s'il y avait que des pauvres, ils seraient forcément contre les riches. Ce qui montre là, c'est une espèce de simplification intellectuelle. C'est vraiment pour les gens, honnêtement, pour des imbéciles. Et puis la dernière chose,
Enfin, je vois pas ce qui est choquant en soi. C'est-à-dire que si on était dans l'oligarchie, sont très sensibles à ça, et vous le savez. Bien sûr. Non, mais s'il y avait que des millionnaires au gouvernement, évidemment, ce serait choquant dans un pays qui souffre. Mais alors moi, j'attends de voir les prochaines déclarations de patrimoine. Mais il me semble qu'il y a aussi des gens qui sont pas riches. Je suis pas là pour défendre le gouvernement de Gabriel Attal, mais il y a aussi des gens qui sont issus de milieux modestes, qui n'ont pas hérité. Ceux qui ont hérité, ils ont eu entre guillemets le malheur d'être nés ou le bonheur d'être nés dans leur famille. Non, mais il y a aussi ce sujet-là, et je trouve honnêtement affligeant, pathétique de pointer du doigt ce sujet. Le seul sujet qui compte, c'est la politique qui est conduite par le gouvernement. Est-ce qu'elle satisfait les Français ou pas? C'est déjà pas mal. Alexandre Devecchio, et après, je pense que, effectivement, pour le coup, c'est un discours populiste dans le mauvais sens du terme, mais je pense qu'il peut trouver de l'écho au-delà même des électeurs de la France insoumise pour deux choses. La première, c'est que malgré tout, le macronisme est extrêmement homogène sociologiquement. C'est quand même une particularité, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent d'un même milieu de cadre urbain, même sur le plan territorial, j'allais dire. Il y a très peu de provinciaux dans ce gouvernement. Donc ils viennent un peu du même endroit, ils partagent la même vision du monde et ils apparaissent parfois très déconnectés de la réalité des classes populaires. Donc c'est pour ça que je pense que certaines personnes, à tort, je pense, risquent de leur en vouloir de leur patrimoine et de voir dans leur patrimoine l'une des clés pour expliquer leur déconnexion. La deuxième, et ça c'est pas propre à cette majorité-là, c'est l'échec de nos hommes politiques depuis une quarantaine d'années. C'était des questions qu'on se posait pas. On a souvent tendance à dire les Français sont envieux, ils aiment pas les riches. C'est pas vrai. Georges Pompidou venait en Porsche à l'Élysée. Vous imaginez ça? Il était banquier par ailleurs aussi. Il a été prof de lettres. Mais il a été chez Rothschild aussi, et ça ne gênait absolument personne parce que la majorité des Français avaient le sentiment qu'ils servaient l'intérêt général, que les classes populaires prospéraient, elles avaient un horizon où elles pouvaient progresser, où leurs enfants allaient gagner davantage qu'elles. Et donc je crois que ce genre de polémique montre aussi notre déclin et surtout l'impuissance des politiques à régler les problèmes des Français. Les problèmes des Français, Samouena Medjeber. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'Emmanuel Macron a le 8e patrimoine dans l'ordre de ceux qui sont présentés en 2022. D'abord, c'est Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, donc 1 465 000, Marine Le Pen, Jean Lassalle et Emmanuel Macron. Oui, sur cette polémique sur l'argent. Voyez-vous, il mène une guerre contre le peuple. Alors déjà, il faudrait remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village. Et vraiment, Johan a été parfait dans sa démonstration parce qu'il a tout résumé. C'est-à-dire que la guerre contre le peuple, c'est précisément la France insoumise qui l'amène. C'est-à-dire que la radicalité politique, elle est bien plus proche du camp de l'extrême gauche que par exemple du camp de l'extrême droite. Ça se vérifie par les chiffres. C'est quand même la France insoumise qui n'appelle pas au calme lorsqu'il y a des émeutes. C'est quand même la France insoumise qui dresse la République des Arabes contre la République des Juifs. C'est la France insoumise qui soutient le Hamas en omettant de le qualifier comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste. C'est la France insoumise qui vous explique que le voilement, c'est un embellissement. C'est la France insoumise qui protège Tahabouafs. C'est la France insoumise qui se range du côté des dealers en érigeant un député comme Louis Boyard qui se permet en plus toutes les invectives qu'il se permet. Il a été élu. Oui, il a été élu, très bien, mais je peux me permettre, comme il se permet d'ailleurs de critiquer CNews et particulièrement Cyril Hanouna avec qui il a eu des différends, eh bien je me permets de critiquer les membres de la France insoumise parce que j'estime qu'ils le méritent largement.